Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'essayer de brosser avec vous la vision que peut avoir une entreprise comme Suez de ce que sera la ville de demain. Alors d'abord, le monde de demain, qu'est-ce que c'est que le monde de demain? En quoi va-t-il différer du monde d'aujourd'hui? Le monde de demain, si je me projette vers 2030-2035, c'est un monde qui aura quand même des caractéristiques assez différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. D'abord, nous serons probablement 9 milliards d'humains sur la planète, alors que nous sommes à peine 7 milliards aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans ces 2 milliards de plus, il y aura probablement 1 milliard de plus en Afrique. C'est en Afrique que la population va croître le plus. La deuxième caractéristique du monde de demain, c'est qu'il sera urbain. Aux alentours de 2005 à peu près, on est passé au-dessus de la barre des 50%. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 50% de la population mondiale qui vit dans des villes ou dans des zones urbaines très larges. On pense qu'en 2030 ou 2035, nous serons 65%, entre 65 et 70% de la population mondiale qui vivra dans des zones urbaines. Et donc la concentration urbaine va devenir un sujet majeur parce que, évidemment, vivre dans ces villes va rendre les choses encore plus complexes. J'ajoute qu'il y a à peu près 600 villes dans le monde, 300 qui seront dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire qui existent déjà et qui sont des villes déjà développées, 300 qui viendront des pays du Sud, et donc des pays plutôt en développement. Donc il y aura 600 villes qui concentreront à peu près 60 à 65% de la richesse mondiale. C'est dire l'importance que va prendre la ville dans le développement économique, j'y reviendrai. Enfin, en 2035, nous commencerons à sentir les effets du réchauffement climatique. La COP21, c'est bientôt à Paris, mais même si la COP21 est un succès, au minimum, c'est d'ailleurs ce qu'on essaye, c'est l'objectif vers lequel on essaye de tendre, la température moyenne de la planète aura vers 2100 augmenté de 2 degrés par rapport à ce qu'elle était, on va dire, au début de ce siècle. 2 degrés, c'est considérable et ça aura des conséquences à la fois au niveau climatique, des régimes climatiques, des zones qui seront plus sèches qu'elles n'ont jamais été. Regardez ce qui se passe en Californie, regardez ce qui se passe aujourd'hui ou qui s'est passé hier en Australie. Et puis des zones aussi où il y aura des régimes en particulier torrentiels, d'ouragans qui deviendront de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Donc le monde de 2035, c'est un monde beaucoup plus complexe, beaucoup plus, j'allais dire, incertain que le monde dont nous vivons aujourd'hui. Alors, ce monde de 2035, il va être accompagné par 3 grandes révolutions. La première de ces révolutions, c'est la révolution de la ressource. Qu'est-ce que ça veut dire, la révolution de la ressource? Ça veut dire que nous allons passer d'une économie linéaire dans laquelle on prend des ressources, on les extrait, on les consomme sous forme de produits, on utilise ces produits et on jette ces produits. Pour vous donner une idée, le monde aujourd'hui consomme ou produit, comme vous voulez, 4 milliards de tonnes de déchets chaque année. Et ces déchets, en réalité, c'est autant de ressources disponibles si on voulait. Mais pour que ça devienne des ressources disponibles, il faut donc passer du monde linéaire que je décrivais à un monde circulaire, ce qu'on appelle l'économie circulaire, dans laquelle on essaye de protéger la ressource, car nous savons tous que les ressources vont devenir, en particulier les matières premières, vont devenir de plus en plus rares, et en tous les cas, certainement de plus en plus chères, même si aujourd'hui, on assiste à un mouvement de baisse des matières premières qui, de mon point de vue, est purement conjoncturel. La deuxième révolution, c'est évidemment la révolution numérique. L'impact de notre capacité à analyser
à emmagasiner de plus en plus de données sur de plus en plus de sujets différents, ce qu'on appelle vulgairement le big data, va évidemment avoir un impact considérable sur l'évolution des villes. Et peut-être que la transformation la plus importante, ça va être la capacité de dialoguer, d'agir en temps réel sur toute une série de sujets, que ce soit la distribution d'eau, dans mon cas, que ce soit le transport, que ce soit la caractérisation et la collecte et le tri des ordures ménagères ou industrielles. En tous les cas, le big data, cette capacité à gérer les choses en temps réel et de dialoguer entre les entreprises, les villes et les citoyens, ça, c'est quelque chose de nouveau auquel il va falloir s'habituer et qui va, d'une manière ou d'une autre, transformer notre vie. Elle la transforme déjà quand j'entends que ce matin, Blablacar est devenu une société qui a pu lever plus de 200 millions et dont la valeur est supérieure à 1 milliard de dollars, ce qui est quand même tout à fait fascinant. La troisième révolution, c'est la révolution de la gouvernance. On ne pourra pas mener les deux premières révolutions dont j'ai parlé si, en même temps, la manière dont on dialogue, les États, les entreprises, les citoyens, les villes, les régions, si ces modes de dialogue n'évoluent pas. Alors, il faut qu'ils évoluent vers deux éléments qui me paraissent absolument indispensables, qui sont d'un côté ce que j'appellerais la transparence. Il faut expliquer ce qu'on fait, il faut que les gens comprennent ce qu'on fait. Et dans mon métier de la distribution d'eau, par exemple, c'est très frappant de voir les évolutions entre le métier d'ingénieur que nous avons fait jusqu'aux années 2000, dans lequel, en gros, on fournissait de l'eau, on vous fournissait de l'eau 24 heures sur 24, et c'était ça notre métier, au métier d'aujourd'hui qui consiste en réalité à vous expliquer comment on fait pour que vous ayez de l'eau 24 heures sur 24, quels sont les paramètres qu'on suit. Ça, la transparence est devenue un élément essentiel. Et il est lié à un deuxième élément qui est l'alliance ou la cogestion ou la gestion commune, c'est-à-dire la participation des citoyens à toute une série de choses, de manière à ce qu'ils comprennent non seulement ce que nous faisons, mais qu'ils soient d'accord avec ce que nous faisons. Donc, trois grandes révolutions en perspective. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour préparer ces révolutions? Alors je vais vous dire, on fait beaucoup de choses, et comme le temps s'écoule, je vois que j'ai plus beaucoup de temps, mais je vais essayer de vous donner 2 ou 3 exemples des 3 révolutions dont j'ai parlé. Premier exemple, ce que nous avons récemment fait à Strasbourg. Strasbourg, c'est la 4e plus grosse station d'épuration de France. Elle traite l'équivalent de 1 million d'habitants, et elle, évidemment, produit beaucoup de boue, qui est le moyen que nous avons pour épurer cette eau avant de la relâcher dans le milieu naturel. Eh bien, pour la première fois, avec les boues de ces stations d'épuration, nous avons fait du biogaz, et ce biogaz, nous l'avons nettoyé et réinjecté dans le réseau gazier de la ville de Strasbourg, ce qui nous permet d'alimenter aujourd'hui 5000 logements en gaz vert, ce qui est une première en France et qui va se généraliser. Et vous comprenez bien, j'ajoute que les résidus de la digestion, qu'on appelle des digestats, digestion qui produit du méthane, qui est lui-même le gaz qu'on injecte, eh bien eux-mêmes sont séchés, ils sont utilisés dans une chaudière pour chauffer l'usine. À la fin du fin, dans la station d'épuration, il n'y aura absolument plus de déchets. Tout aura été réutilisé. Et l'économie circulaire, quelque part, c'est ça. C'est être capable, en permanence, d'utiliser l'ensemble des cycles de la matière et de la vie pour reproduire ou pour produire des énergies vertes, pour produire de nouvelles matières premières. Ça, c'est l'économie circulaire. Je vous donnerai un autre exemple, qui est celui que nous avons mis en place à Bordeaux. À Bordeaux, c'est une ville qui est un peu au-dessous du niveau de la nappe phréatique, et historiquement, quand il y avait des pluies, souvent en été, des pluies d'orage très violentes, il y avait des inondations. Il n'y a plus d'inondations à Bordeaux, tout simplement parce que nous avons été capables de mettre en place des systèmes de temps réel, prédictifs, de temps réel, dans lesquels, entre l'information météo qui nous dit où va tomber la pluie, les systèmes informatiques prédictifs que nous avons, les capacités de stockage que nous avons mis en place, à la fin du fin, on arrive à gérer les énormes quantités d'eau instantanée qui arrivent dans nos systèmes, de telle manière à ce qu'ils soient correctement, j'allais dire, collectés, stockés, et ensuite renvoyés vers les stations d'épuration sans débordement.
C'est un deuxième exemple. Et puis le troisième exemple, mais j'en ai parlé tout à l'heure sur la gouvernance, ce sont tous les contrats dits d'alliance dans lesquels nous co-gérons avec les entités publiques qui sont nos clients et avec les clients finaux qui sont les nôtres, nous co-gérons un certain nombre de systèmes, qui peuvent être des systèmes de distribution d'eau, qui peuvent être des systèmes d'une autre nature. Alors, après vous avoir donné ces exemples rapides, je voudrais revenir sur ce que je crois être la nécessaire alliance des villes et des grandes entreprises. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une conviction profonde, c'est que quand on regarde, on va dire, les trois grands types d'acteurs qui existent sur la planète, qui sont les États, les villes et les entreprises, on voit bien que les États, et la COP21 va nous fournir un exemple très concret, on voit bien que les États, au fond, ils sont, si je puis dire, pris dans un filet de conventions, de difficultés, de contradictions, qui les rend peu aptes à la marche rapide. En revanche, les villes et les entreprises, elles bougent, et elles bougent très vite. Elles prennent des initiatives. Elles peuvent prendre l'initiative de mettre en place des véhicules propres, elles peuvent décider de faire des métros, elles peuvent décider de faire des systèmes de distribution d'eau intelligents, de faire des systèmes de collecte avec des puces sur tous les containers qui nous permettront très rapidement de savoir ce qu'il y a dedans, le poids, etc. Et donc, cette capacité à gérer rapidement les événements, ça, c'est quelque chose qui appartient aux villes et qui appartient bien sûr aussi aux entreprises. Et donc, c'est eux qui vont être les grands acteurs des trois révolutions que j'ai décrites. Et j'ajoute enfin que si on veut être efficace, il faut non seulement que les entreprises et les villes soient des acteurs moteurs de cette révolution des ressources et ces révolutions du XXIe siècle, mais il faut aussi qu'ils travaillent en alliance. Et ça sera ma conclusion. Je pense que c'est l'alliance des villes et l'alliance des entreprises qui permettront de surmonter les difficultés que j'ai décrites dans le siècle qui nous arrive, mais qui offrent aussi, je voudrais le dire, grâce à tous les systèmes d'information que nous avons mis en place, grâce aux innovations et aux technologies, qui offrent des possibilités formidables de développement et finalement de joie de vivre. Merci beaucoup.